Alors, Monsieur le témoin, nous allons continuer. On s'est laissé sur la question de la LMP et du RHDP. Oui. Je vais... nous allons arrêter ici sur cette question. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais je vais passer à un autre sujet en revenant en arrière. Pardon, je veux revenir à la tentative de coup d'État de 2002. Alors, pour ce faire, je vais appeler la pièce 006 0038. On peut l'appeler... est-ce qu'on peut marquer ou... Est-ce que le témoin peut faire des annotations sur une carte? Oui, tout à fait. Très bien. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la pièce CIV OTP 0002-1076. Il s'agit de la pièce qui a fait les fameuses admissions que mon collègue, dans son courriel, avait fait allusion. L'annexe A d'une carte admise. Si on pouvait, c'est public. Monsieur le témoin, je vais vous montrer une carte de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la tentative de coup d'État ça a séparé le nord du sud. Je vais vous demander de répéter l'exercice que vous aviez fait déjà lors de votre premier entretien et de tracer cette ligne qui sépare le nord du sud. Et nous allons revenir sur certaines régions qui étaient au nord et d'autres qui étaient au sud. D'accord? Avec ça ou bien avec ça? Avec ça. Avec ça. Alors, je vais demander peut-être à Madame le greffier, de... est-ce qu'il est possible d'agrandir la carte pour que tous et chacun on voit un peu mieux? Très bien. Si on pouvait la monter un petit peu vers le haut. Non, le haut. Voilà. Parfait. Alors, monsieur le témoin, tracez-nous une ligne à l'aide d'un crayon que vous avez devant vous. C'est électronique, c'est numérique, pardon, et vous pouvez l'indiquer. Je crois que ça va être en rouge. Tracez la ligne. Je comprends que cette ligne peut-être a été déplacée avec les années. Elle s'est déplacée légèrement, mais en 2002, suite au coup d'État ou la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002, tracez-nous la ligne et la partie qui était donc au nord et celle qui était au sud, s'il vous plaît.
Je crois bien. D'accord. Alors allons-y peut-être par département. Alors, Oui. si on prend complètement à gauche, on voit Danané. Est-ce que Ça, ça... c'est Oui. l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc ça se trouvait en zone nord? L'ouest nord. Comment on appelait cette zone avec le temps? Comment c'était là? ONC. NCO. Attends. Prenez votre temps. Donne-moi, je vais voir. Alors le témoin prend une feuille de papier qui est vierge, prend un crayon pour écrire, Monsieur le Président, juste pour les fins d'enregistrement. ONC. CON, je crois, si je ne me trompe pas. Donc centre, C c'est pour quoi? Centre, Mhm. N pour nord et O pour ouest. Non, je crois que ça aiderait de mettre deux positions là-bas. D'accord. Alors écoutez, continuons. Il y a la région donc à l'ouest, vous dites de Danané. Maintenant, la ville de Mans, était-elle au nord ou au sud? C'est toujours à l'ouest. OK, mais est-ce que c'était en zone nord ou en zone sud? C'était... C'est considéré à l'ouest, donc c'était au nord. Oui, si vous voulez que c'était devenu la zone rébellion. Vavois, C'est aussi situé au centre-ouest, Mankono, au centre-nord, Bouaké. au centre-nord. Et donc, vous avez d'autres villes et d'autres régions à l'est qu'on voit ici sur la carte, n'est-ce pas? Mhm. Dabakala Vous avez Dabakala, et Bouna. vous avez aussi Tanda. Oui, Tanda. Mhm. Tanda, est-ce que vous considériez en zone nord ou en zone sud? Sud. C'était en zone sud. Mhm. Okay. Mais je veux juste regarder la ligne rouge que vous avez tracée. Oui. Si vous regardez sur la carte, Mhm. Tanda, Ici, pardon, excusez, Tanda, à l'est. oui. Vous indiquez la ligne rouge. Toutes les lignes que je vous ai indiquées, ça, c'est les lignes où il y avait la rébellion. C'est ce que je vous ai indiqué. C'est ce que vous avez voulu savoir. Oui, Voilà. très bien. Your Honors, I'd like this to be submitted. J'aimerais donc demander le versement au dossier de cette pièce, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Le président. Mais vous reposez sans cesse la même question. Ça y est, c'est présenté puisque ça a été annoté. On considère que le document, le versement est demandé. La greffière d'audience, le document donc est admis sous la cote CIV REG 001-0001. Monsieur McDonald, c'est ce que je demandais, désolé. La zone rébellion, c'est CNO. Est-ce que vous savez, ça tient à quoi ça, CNO, ce que ça veut dire? Mais vous pouvez regarder dans ma déposition, ça est dedans. Mais je vous demande, Non, je ne peux pas me souvenir. est-ce que c'est contesté de la part des collègues que la signification de CNO pour accélérer les choses? No objection. Pas d'objection du maître O'Shea. Le président maître Knoops? In our view, the witness did. Maître Knoops, de notre avis, le témoin n'a pas donné la signification du CNO. Monsieur McDonald, oui, enfin, ce n'est pas vraiment ce qui nous gêne. Maître Knoops, parce qu'il n'a pas d'objection. Monsieur McDonald, le nom complet.
M. Magdalene n'a jamais donné le nom complet. Monsieur le Président, nous avons une objection quant à la ligne qui a été tracée. Non, That's not the question. That's not the... Le Président, mais ce n'est pas du tout la question. l'acronyme CNO, indépendamment des réponses du témoin, est-ce que les parties sont prêtes à ce que j'informe la Chambre ce que veut dire CNO, qui est une abréviation de quoi? C'est ce que je veux mentionner à la Chambre, tout simplement. Apologies, no objection. Thank you. Maître Coops, pas d'objection dans ce cas-là. Madame Massy, il n'y a pas d'objection non plus. Le Président, très bien. J'aimerais qu'on discute un peu, Monsieur le témoin. Quel fut l'impact de cette séparation, de cette tentative de coup d'État de 2002? Alors, quel a été l'impact et la conséquence de cette séparation aussi entre le Nord et le Sud? Alors, ma question peut sembler très large. Effectivement, elle l'est. Alors, je vous donne le plancher. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça a engendré à la Côte d'Ivoire? Ça, c'est ce que vous voulez savoir. Ça a engendré la misère, la mort et trop de problèmes. C'est ce que ça a engendré à la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont pris des armes pour venir faire un coup d'État. Ils ont échoué leur coup d'État et ils prennent le pays, ils divisent ça en moitié. Et dans ce temps, à l'époque, dans ce nord de ce pays, vous avez des cadres, des hauts fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire qui venaient de différentes régions de la Côte d'Ivoire, qui étaient en service dans cette zone de la rébellion. Et comme vous voulez savoir, il y a eu trop de choses qui sont passées. Surtout, il y avait la chasse aux professeurs, aux enseignants de l'école primaire, puisque le président Gbagbo était un professeur, donc on estime que tout cela était pour lui. Il y a d'autres qui ont réussi à fuir, il y a d'autres qui n'ont pas réussi à fuir, qui ont été tués. Moi, je vous donne un exemple. À l'époque de ce coup d'État, se trouvait ma famille à Makono, ma femme et ma fille qui avaient 4 ans ou 5 ans, je crois, avec un autre garçon de 6 ans. Ils ont été obligés de fuir la ville de Makono parce qu'il était annoncé que le lendemain, les rebelles devaient venir prendre la ville de Makono. Ils ont fui la ville de Makono avec des gendarmes qui se sont mis en civil, des assistants, des professeurs. Ils ont marché 72 km à pied dans la brousse pour rejoindre la zone de confiance qui est zone-là. C'est là que je suis allé les chercher. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que ça a engendré, c'est ce que je vous ai dit. Je ne voudrais pas aller trop loin. Quand je vous dis ça a engendré la misère, la mort et la destruction, ça veut dire tout. Une guerre n'engendre rien de bon. Une guerre engendre la misère, la mort, la souffrance. Et c'est pour cela que je tiens toujours à le dire, et je le dis haut et fort, que la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut utiliser toutes sortes de méthodes, ne pas arriver à une guerre, parce que la guerre n'est pas contrôlée. Plus personne n'est contrôlé. Tout le monde devient maître, et tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Ça engendre les règlements de compte, ça engendre beaucoup de choses. C'est pour cela que dans la vie, il faut savoir prendre des décisions au moment opportun pour éviter ce genre de choses. C'est important pour une nation, pour la République. Merci, Monsieur le procureur. Où étiez-vous au moment de la séparation du pays?
j'étais à Abidjan. Sur la vie collective à ce moment-là, que se passe-t-il? Quelle est la réaction du gouvernement Gbagbo à ce moment-là? Bon, vous savez, la réaction du gouvernement, ce n'est pas la réaction du gouvernement qui était importante ce jour. Ce jour, il fallait contrôler les Ivoiriens parce qu'il y avait une sorte de révolte et des gens ne pouvaient pas accepter que les pays soient attaqués. C'est-à-dire, nous, on ne pouvait pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit attaqué. Et nous, on a su où est venue cette rébellion. Donc, les gens cherchaient à aller défendre la Côte d'Ivoire. Les gens cherchaient à aller même à Bouaké pour faire ce combat. Le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en Italie. Quand il est arrivé, il a vu la gravité de la chose. Et je crois bien, si j'ai un bon mémoire, c'est là qu'il a fait appel à l'ONU pour venir intervenir et à la LICON d'intervenir pour mettre fin à ça. C'est comme ça qu'il y a eu la zone de confiance. Mais hélas, il a fait appel à ceux plus tard qui devaient lui régler son compte. À votre connaissance, où se trouvait M. Charles Blé Goudet? Là, je ne peux pas répondre parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas de lien. Mais je ne pense pas qu'il était à Abidjan. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il ne se trouvait pas en Côte d'Ivoire. Je crois bien. Il est là. Là, je ne peux pas vous confirmer, mais je crois à ma connaissance, il n'était pas en Côte d'Ivoire. De me reculer. Compliqué. Vous êtes toujours trop proche de la microphone. C'est une question d'habitude. Je comprends. Ça va venir. Je vais m'arranger pour vous. Non, ça va venir un peu. On est comme ça. Ok. C'est une question. Je reste tranquille comme ça. Un peu. Monsieur le procureur, veuillez m'excuser. Monsieur le président, veuillez m'excuser. C'est une question d'habitude. Nous, quand on parle au micro, on met le micro plus proche. Veuillez m'excuser. Je crois qu'avec le temps, on va s'habituer. À ce moment-là, suite à la séparation du pays, je comprends qu'il y a eu une série de négociations qui ont eu lieu pour tenter de trouver une solution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? D'abord, comme vous l'avez dit, le président Gbagbo a toujours voulu négocier pour le bien-être même de la Côte d'Ivoire et pour les intérêts même des Ivoiriens. C'est ainsi la France est intervenue comme arbitre dans la crise ivoirienne, malgré qu'elle-même elle était le père fondateur de la crise. Elle était l'arbitre. Et c'est ainsi il y a eu le cas de Marcoussi, de 1, Marcoussi 2, où ça n'a rien abouti. Après, on allait au Ghana, on allait en Afrique du Sud plusieurs fois. Ça n'a pas... Le président a eu l'idée sage, l'intelligence, de penser que la solution pouvait être réglée au Burkina, puisque le problème venait du Burkina. C'est ainsi, je crois, qu'il envoie en mission le ministre Agro et quelqu'un pour aller discuter. Et c'est comme ça qu'il y a eu le dialogue du Burkina. Et dans ce dialogue, il y a eu beaucoup d'accords qui a permis d'arrêter le combat, qui a permis d'ouvrir la ligne de confiance. Ceux du Nord peuvent venir vers Abidjan, ceux d'Abidjan peuvent aller vers là-bas, et tout le monde pouvait circuler librement, tout ça avec confiance. Et je crois que dans ça, il y a eu plusieurs accords. Il y a eu l'accord de désarmement, il y a eu l'accord où il faut aller aux élections, il faut donner la date. Et dans ce même accord, où on avait exigé au président de nommer Soro Guillaume comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Et le président a accepté tout ça. Je crois que pour l'intérêt même de la Côte d'Ivoire. Faites référence à l'accord. De Ouaga, L'accord de Ouagadougou oui. de Ça a été- 2007. Voilà, ça a été le meilleur Ouaga. Pour rappel, il y a des admissions aux entrées 96 à 109 au sujet des différents accords ainsi que leurs dates. Donc, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur l'un de ces premiers accords, car avant, je crois qu'il y a peut-être eu Accra 1 de mémoire, Lina Marcoussis. Premièrement, c'était où pour les fins de... Je comprends que c'est en France, mais expliquez-nous à ce moment-là, quelle est la situation En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire au moment où des négociations de cet accord? Mais la tension en Côte d'Ivoire était trop élevée. Parce que vous-même, voyez vous-même, on vous demande des gens qui ont pris des armes, qui ont attaqué, vous croyez qu'on a attaqué votre pays, qui ont voulu faire un coup d'État, qui ont échoué. Et les accords vous demandent là-bas de vous passer de votre Premier ministre, de faire nommer un Premier ministre que l'accord avait imposé, et de nommer des ministres qui étaient de la rébellion. Le président Gbagbo n'avait pas le choix, mais la population n'était pas d'accord, parce qu'il y a ça aussi, il faut comprendre. Il y a aussi la population qui n'accepte pas certaines injustices. C'est ça qui est le problème. Mais je crois qu'avec l'intervention du président lui-même, les gens ont commencé à céder à certaines choses, mais sincèrement, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que la population trouvait ça, c'était injuste. Parce que ce n'était pas de la bonne moralité que des gens prennent des armes et que ce n'était pas un bon exemple même pour l'Afrique. Des gens prennent des armes et on vient leur demander de rentrer dans un gouvernement parce qu'ils ont pris des armes. Ça veut dire que tout le monde peut prendre des armes en Afrique pour rentrer dans un gouvernement. C'est pourquoi on a trouvé que ce n'était pas de la bonne moralité, ce n'était pas un bon accord. Oui, monsieur le procureur, moi j'ai fini. Alors, vous dites que M. Gbagbo a signé cet accord. Vous dites qu'on n'avait pas le choix. Oui, C'est l'expression que vous avez mentionnée. Oui, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il acceptait beaucoup de choses. Il acceptait de se humilier pour sauver la Côte d'Ivoire. Et d'un autre côté, alors donc d'un côté, M. Gbagbo signe un accord, et de l'autre, la population ne l'accepte pas. On n'était pas d'accord, mais on a fait avec. Puisqu'on avait du respect pour le président, on était obligé d'accepter ses décisions parce qu'on pense qu'il le fait pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On va revenir à cela. Oui, d'accord, monsieur le procureur. Maintenant, j'aimerais qu'on se déplace en avant à la campagne électorale, donc de 2010. Vous avez parlé de la majorité présidentielle, du RCHDP. Maintenant, comment étaient financées les activités de la... Première question, est-ce que vous avez participé à des activités de campagne? Quand je dis vous, je parle de la NACIP. Oui, monsieur le procureur, nous, on a contribué. La NACIP a contribué, moi-même j'ai contribué à la campagne pour élire notre président. Comment étaient financées vos activités? Moi, je n'ai jamais eu de financement venant de la direction de campagne. Jamais. Personne ne peut dire le contraire. J'ai financé moi-même mes tournées et le soutien au président Laurent Gbagbo, moi-même, par mes propres fonds. Y avait-il une direction nationale de campagne Oui, de la LMP? de la LMP. À votre connaissance, elle faisait quoi? Mais son rôle, c'est d'organiser tous les DNC, c'est-à-dire les directeurs nationaux de campagne
dans les différentes régions pour mobiliser la population pour voter le président Gbagbo. Et c'est la direction générale des campagnes qui finançait les différents DNC pour aller en campagne. Donc, les DNC régionales Oui. ou départementales. Départemental, régional, sous-préfecture, c'est la même chose. OK. On parle. Ensemble, c'est pas bon. Allez-y. C'est Je vous ça. suis. Je vous suis. Je m'excuse. Non, mais les deux, on est coupables. Oui, je prends habitude. Qui était le directeur national de campagne? Le directeur national de campagne était Dr Malik Issa, un ressortissant du nord de Korogo. À votre connaissance, M. Charles Bigoudet avait-il un rôle au sein de la DNC nationale? Oui. Quel était ce rôle? Son rôle, il était chargé de la jeunesse. Il était directeur de campagne de la jeunesse. C'était son rôle. M. Konaté Navigué, à votre connaissance, avait-il un rôle au sein de la DNC nationale? Navigué était le président de la jeunesse du FPI. Donc, il avait son rôle au sein du FPI. Mais à votre connaissance, au sein même de la DNC, Je crois qu'il était dans le bureau de Blé-Goudé. Je crois bien. Dans la campagne du bureau de Blé-Goudé. Madame Geneviève Excuse me, Brault-Grébé. excuse me, please, Mr. Prosecutor. It's me. Le président, un instant, monsieur le procureur, un instant, c'est moi qui vous parle. Vous ne respectez pas ni l'un ni l'autre la règle des 5 secondes. Au moins, marquez une pause d'1 seconde au moins. La question commence alors que le témoin n'a même pas terminé sa réponse. Et vice-versa, je pense qu'il serait grand temps que vous marquiez une pause d'1 seconde au moins, puis posez vos questions après et attendez la réponse. Maître O'Shea, je souhaiterais aborder une autre question, si vous le permettez. En ce qui concerne l'approche de mon contradicteur, il cite des noms, puis il demande au témoin de réagir à ces noms. Je vous demanderai de lui demander, de demander au témoin, de nommer les témoins, qu'il formule qu'il pose ces questions aux témoins, parce que nous voulons savoir dans quelle mesure le témoin est en mesure de répondre à ces questions et d'apporter ces noms. Le président, vous avez raison, mais ça dépend aussi des noms des personnes en question. Mais oui, effectivement, vous avez raison. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. À votre connaissance, y avait-il des femmes membres de la direction nationale de campagne? Oui. Pourriez-vous nommer ces dames? Je ne me souviens pas des notions, il y avait beaucoup de dames. Comme Gervais et Mme Geneviève Globé, il y avait plusieurs d'autres femmes. Vous savez, quand vous parlez de direction de campagne, la direction de campagne, c'est mix de plusieurs associations, de plusieurs personnes, que des femmes ou des hommes ou des jeunes. C'est ça qui fait la direction des campagnes. Parce que la campagne présidentielle, les gens vont sur le terrain pour rencontrer la population. Il y a la population des jeunes, il y a la population des femmes et la population des hommes. C'est ce qui fait la campagne, la direction générale des campagnes. Alors donc, vous confirmez... Écoutez, il y a une distinction entre participer à une campagne. Non, soyons encore plus spécifiques, je parle de l'exécutif, n'est-ce pas, de la direction nationale de campagne. Oui. Et vous avez fait référence, donc, malgré le fait que je l'avais suggéré, Madame Geneviève
Grébé, à votre connaissance, faisait-elle partie de l'exécutif de la direction nationale campagne? Monsieur le procureur, moi je n'ai pas la liste du bureau de campagne en face de moi. Et comme les membres des bureaux de campagne étaient tellement larges, je ne pourrais pas me souvenir si elle était au sein même des choses. Mais je sais qu'elle était la dame des femmes patriotes. Y avait-il, avec Mme Brault-Grébé, une autre dame connue au sein, comme leader au sein des femmes patriotes? Et, monsieur le procureur, je viens de vous le dire, ce sont des leaders, nous sommes plusieurs, et nous sommes partagés, chacun avait des rôles bien déterminés. Mais pour que je me souvienne des noms de chacun, vous les donnez ici, c'est comme si je voudrais faire du faux, je ne peux pas me souvenir, mais je vous ai déjà dit, et je suis en train de le dire, qu'il y avait plusieurs personnalités, plusieurs leaders responsables de différentes associations. At this stage, Your Honor, I would call Monsieur MacDonald, à ce stade, Monsieur le Président, j'aimerais que l'on affiche le document CIV OTP 0025 0182. can be public. No, confidential. Document public. Non, non, pardon. C'est un document confidentiel. Il contient des numéros de téléphone et des adresses courriels. Donc confidentiel. Could we just have a moment? Maître Rocher, est-ce que vous pouvez nous accorder quelques instants afin que nous retrouvions le document en question? Madame le greffier, est-ce possible de enlever le jaune ou est-ce que c'est bien comme ça? The document has been uploaded this way. La greffière d'audience, le document a été chargé sur Ringtail de cette manière. Ça va. It's an internal column. Monsieur MacDonald, enfin, c'est une méthode de travail propre au bureau du procureur. Nous verserons sur Ringtail une autre version propre. J'ai une copie papier de cela où cette couleur n'est pas présente. Maître Rocher, Monsieur le Président, nous souhaitons soulever une objection s'agissant de ce document qui nous ne souhaitons pas qu'il soit présenté aux témoins à ce stade-ci. Pour l'essentiel, il s'agit là d'une liste de noms de membres de la campagne nationale du président Laurent Gbagbo. Monsieur le témoin, est-ce que vous parlez anglais? Oui, un peu, mais je préfère que vous parlez en français. Maître Rocher, est-ce que l'on pourrait demander au témoin de retirer son casque? Le président, oui, enlevez votre casque, merci. Maître Rocher, de temps à autre, il se peut que je ne vous demande pas de demander au témoin de retirer son casque, mais pour le moment, c'est le cas. Il se peut que mon contradicteur soit autorisé à présenter ce document devant le témoin à un stade ultérieur, mais pour le moment, ce serait prématuré. Et la raison est simple. Ce document serait suggestif, puisqu'il contient des informations qui pourraient orienter le témoin. Or, nous souhaitons savoir dans quelle mesure le témoin connaît la composition de la direction. Mon contradicteur peut poser des questions préliminaires sur la composition de la direction de campagne. Et si le témoin fournit
les noms des membres de la direction, à ce moment-là, l'on pourrait lui présenter ce document. Car pour le moment, il est en train d'orienter le témoin vers ces informations et c'est ce qui motive notre objection. Monsieur le Président, vous verrez ce que j'entends par cela au moment du contre-interrogatoire. Le juge président, Maître Knoops. We have the same. Maître Knoops, nous soulevons la même objection. Le Président, les représentants légaux des victimes, Maître Massida, nous n'avons pas d'observation à cet égard. Le Président, Monsieur le procureur, oui, très brièvement, Monsieur le Président, je peux parler de la provenance de ce document. Je ne pensais pas que ce document susciterait une polémique ou qu'il soit contesté. The document itself. Le fait que l'on conteste ce document me surprend un peu, étant donné la nature de ce document et son contenu. Le témoin a déjà identifié un certain nombre de personnes dont le nom figure sur cette liste. Je voudrais parcourir la liste et les postes associés à ces personnes. Je lui demanderai de corroborer ces informations. Je pourrais aussi demander le versement direct de ce document à la fin de l'interrogatoire et demander le versement au dossier afin d'accélérer les choses. Le Président. La requête est rejetée. C'est à l'accusation qu'il appartient de décider à quel moment montrer le document au témoin. Sur ce, veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. On continue, Monsieur le témoin. Monsieur. Vous avez... Alors, écoutez. Vous avez une liste devant vous. La composition de la direction nationale de campagne du président Laurent Gbagbo. Premièrement, question. On augmente un peu. On peut agrandir un peu. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, s'il vous plaît? OK. Oui. Première question, est-ce que vous avez déjà vu une telle liste? Oui, c'est la liste du direction. C'est la liste de la direction de campagne. Et vous l'avez déjà vu, cette liste? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, si je comprends bien, on retrouve à chacun des postes, on retrouve les postes et également les personnes qui occupent ces postes. Alors, je comprends qu'on voit monsieur, effectivement, Koulibaly, Issa Malik. Oui. On voit également monsieur Demba Traoré, chargé de la communication. On voit également madame Geneviève Brault-Grébé. Vous avez sauté un nom? Oui, je sais, j'ai sauté un nom. OK, d'accord. Madame Lorugnon. Oui. C'est qui, ça? Elle était députée à Tékoubé. À Tékoubé? Oui, elle était députée là-bas. Elle est la présidente des femmes du FPI. Présidente des femmes du FPI. Oui. D'accord. On voit M. Charles Blégoudet. Oui. On voit également M. Navigué-Konaté Oui. et d'autres personnes. J'aimerais maintenant appeler la deuxième page de ce document, 0183. Le Haut Conseil politique, répertoire des membres. Si on peut juste descendre, s'il vous plaît. Can we bring it down, please? Veuillez faire défiler vers le bas, s'il vous plaît. The top. Enfin, je veux voir le haut, la partie supérieure. Répertoire des membres. Est-ce que vous avez déjà vu ce document? Non. D'accord. Et vous avez mentionné M. Laurent Dona-Fologo tout à l'heure, Oui. lorsque vous avez fait référence du RPP. Oui. D'accord. Et
Juste pour question, peut-être, lorsqu'on regarde cette liste du Haut Conseil politique, Mamadou Koulibaly, c'est qui ça? Sans regarder le document, là. C'est le président de l'Assemblée nationale. À quel moment était-il président de l'Assemblée nationale? Mais depuis que le président Gbagbo est au pouvoir, il est le président de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, entre 2000 et 2010, 2011, il était le président de l'Assemblée nationale. Oui. Et maintenant, j'appellerai la pièce 0184. La page, pardon, 0184. Alors ici, le titre du document, composition des membres du cabinet du DNC du candidat Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez déjà vu cette liste? Oui. Très bien. Donc, je ne passerai pas tous les noms. OK. OK? Je vais vous demander peut-être de la regarder. Mhm. Et est-ce qu'elle vous semble juste, cette liste? Oui. Donc, le directeur de cabinet ici est indiqué comme M. Vohosaï Alphonse. Oui. Au-delà d'être directeur de cabinet, il faisait quoi? Your Honor. Maître O'Shea, Monsieur le Président, voyez-vous, l'objection que j'ai opposée précédemment ne concernait pas le document lui-même. Le document, c'est une autre paire de manches. L'objection que j'ai soulevée concernait la méthode ou l'approche adoptée par mon contradicteur. Ça équivaut à des questions suggestives. Il présente le document devant le témoin, document qui concerne la composition d'organes, ainsi que les fonctions et les postes des personnes qui figurent sur cette liste. Ensuite, il pose des questions au témoin pour lui demander de confirmer les noms. L'ennui, c'est que nous souhaitons savoir ce que c'est ce témoin. Nous ne voulons pas que le témoin ait sous les yeux un document qui lui souffle toutes les réponses. Il ne s'agit pas de lui demander simplement de confirmer le contenu de ce document. C'était exactement la même chose qu'une question directrice. Le juge président, je crois que la défense a raison. Si le témoin connaît le document, il doit en connaître la teneur. Par conséquent, posez-lui des questions directes. Qui est qui? Et ne lui dites pas de confirmer ce qu'il voit. Yes. Monsieur MacDonald, d'accord, très bien, merci Monsieur le Président, je prends acte de cela. Cela étant, je voudrais préciser une chose au fin du compte-rendu. Le document, le témoin a bien précisé les moments où il reconnaît le document ou pas. Deuxièmement, il s'agit d'un sujet qui n'est pas crucial. Il ne s'agit pas du fond de l'affaire dans l'espèce. Le président, certes, ce n'est pas là la question. Vous ne savez pas ce que la défense ou comment la défense exploitera cette information. Ce qui n'est pas crucial pour vous risque de l'être pour la défense. Enfin, c'est votre approche qui a suscité cette intervention. Je crois que vous devrez réfléchir à votre méthode, aux façons de poser les questions. Le procureur, j'en prends acte, Monsieur le Président. L'objection est notée. Ça ira à l'évaluation de vos réponses, la crédibilité de vos réponses. Mais M. Vohosaï Alphonse, au-delà d'être directeur de cabinet au moment de la campagne, quel était, à votre connaissance, son poste, son job avec M. Gbagbo? Je crois bien qu'il était un de ses conseillers proches. Il lui rédigeait souvent les discours, parce que c'est un homme très intellectuel. Il a aidé à corriger certains
documents que le président doit faire des discours. Je crois que c'était son rôle auprès du président. Monsieur Alcide Djidji, au-delà dans la campagne que d'être... D'abord, M. Assis Didier était le ministre des Affaires étrangères. On voit une personne en bas, nous allons y revenir de toute façon, Hanoï Castro. OK. Lui, il était un leader. Il avait son mouvement qu'on appelle le footisme. Il avait son mouvement qu'on appelle le footisme. Et c'était un leader de son mouvement. Mais il faisait partie, je crois, de la direction de campagne. J'aimerais revenir maintenant sur un nom qu'on a vu tout à l'heure, M. Aboudraman Sangaré. Oui. Aboudraman Sangaré est le numéro 2 du parti du FPI, du président Laurent Gbagbo. Et il était inspecteur général de l'État. Madame Simone Gbagbo, elle, à votre connaissance, au moment de la campagne, outre être députée d'Abobo, Oui, elle était députée d'Abobo. C'est tout. quel était son rôle, à votre connaissance, au sein du FPI? Elle avait beaucoup... Elle était aussi une personnalité du FPI incontournable. C'est ce que je peux vous dire. Très bien. Quel était le rôle principal, donc, de la DNC en tant que la direction nationale, n'est-ce pas? Pas les directions de préfecture ou départementales, mais nationales. Vous voulez parler du directeur de campagne ou de la direction de campagne? La direction de campagne. Quel était leur rôle? C'est ce que vous voulez savoir. Oui. Je crois que cette question, je l'ai déjà répondu. J'ai dit la direction de campagne, elle est faite pour organiser la mobilisation et le financement au soutien pour le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit et c'était leur rôle. Le président lui-même, le connaissez-vous? Le président est un père pour moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Excusez-moi, je vais reformuler. Le président de campagne, M. Koulibaly. OK. Nous reviendrons à votre relation avec M. Gbagbo. OK. D'accord, merci. Je connais le directeur général des campagnes. M. Issa Dr Malik était le directeur adjoint du cabinet du président de la République. Ce monsieur, il venait de Korogo. C'est un xénophobe de Korogo. Il est d'une famille, la famille Bon Koulibaly. C'est une famille, c'est des rois dans le nord. Et ce monsieur, j'ai fait toute la campagne avec lui. J'étais avec lui partout. Il allait pour faire la campagne du président Laurent Gbagbo. J'étais de son côté. Et j'étais partout avec lui. Et je le connais très bien. Comme quelqu'un de bien. Dans quel département ou région avez-vous fait campagne
en 2010? Monsieur le procureur, je peux dire peut-être que je suis le seul leader qui a fait toute la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien toute la Côte d'Ivoire. Pour le président Gbagbo, je l'ai fait. Dans la pluie, dans la nuit, dans le beau temps et dans le soleil. Qui finançait vos activités? Moi-même. Je vais reprendre. Hein. Je vous ai déjà dit, les financements qui concernaient moi-même mon soutien auprès du président de la République, au président Laurent Gbagbo, chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand tu prends quelqu'un qui est déjà mort comme un témoin, c'est que vous mentez. Ils sont vivants. Je n'ai jamais reçu 5 francs de la direction des campagnes du président Gbagbo. Jamais. Pour la campagne, jamais. Personne ne peut me dire le contraire. Par contre, moi-même, par rapport à mes propres activités, mes moyens que j'avais, je soutenais le président Gbagbo de toutes mes forces et de toutes mes conditions parce que j'estimais que il incarnait c'est-à-dire, la justice africaine. Donc moi, je finançais mes propres campagnes pour lui. Et vous ne verrez pas aucune preuve et personne ne peut vous dire le contraire. Donc, je finançais moi-même, par rapport à mes activités, la campagne du président Gbagbo moi-même. Quand je voyageais, je finançais moi-même. Monsieur le procureur, j'ai fini. J'aimerais maintenant aborder les slogans de campagne. Oui. Connaissez-vous les slogans de la campagne? Quel était le slogan de la campagne de M. Gbagbo? Nous, on disait, il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça, c'est ce que moi, je connais. Outre « Il n'y a rien en face, c'est maïs », on reviendra, y avait-il d'autres slogans de campagne? Ouais, c'est ça où ils pouvaient en venir, où les gens disaient, on gagne ou on gagne. Alors, y avait-il un slogan « On gagne ou on gagne » ? Okay. Je vais vous montrer la pièce CIV OTP 00180110. C'est public. Elle est en noir et blanc, malheureusement. Ah, c'est bon. Vous reconnaissez? C'est bien cela? Oui. Quelle était la signification de ce slogan? Écoutez, vous savez, en campagne, on essaie d'utiliser les mots pour, si tu veux, pour ambiancer la campagne. Sinon, avec Gbagbo, on gagne ou on gagne. Je ne vais pas dire qu'on doit forcément rester ou on doit forcément gagner. Ce sont des slogans de campagne. Ça se fait partout dans le monde. Vous choisissez des slogans pour faire de ça de votre campagne. C'est comme on disait aussi, il n'y a rien en face, c'est maïs. Ça veut dire quoi, il n'y a rien en face, c'est maïs? Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous sont rien, c'est comme du maïs qu'on mange. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des slogans violents. C'est des slogans de campagne. Comme eux aussi, ils avaient des slogans, mais sincèrement que je ne connais pas. Mais c'est pareil, on était en campagne. OK. Alors, prenons... Il y a deux slogans. Mhm, Revenons à « On gagne ou on gagne ». mhm. Pourriez-vous répéter votre explication pour que je la comprenne bien?
Monsieur le procureur, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que ce sont des mots de campagne. Ça ne veut rien dire. Parce que j'ai suivi les audiences ici, j'ai suivi certaines choses où on disait que ce mot, c'est comme si, même si on a perdu, on ne va pas partir. Ça, je ne sais pas, mais moi, je pense que ce sont des mots de campagne. Ce sont des slogans de campagne. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça. Il n'y a rien en face, c'est maïs. À votre connaissance, qui a inventé cela? Je ne peux pas, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un qui a vraiment créé ça. Je l'ai trouvé ça dans une chanson. On avait fait une chanson de campagne et où les chanteurs ont chanté la chanson « Il n'y a rien en face, c'est maïs ». Mais dans la chanson, vous pouvez bien attendre le premier qui a dit « Il n'y a rien en face, c'est maïs » avant que la chanson même commence. Si vous avez le CD, vous pouvez la C'est écouter. qui? Non, Monsieur le témoin, c'est qui? non, je souhaiterais que si vous avez la cassette, vous écoutez C'est quoi le nom du groupe? les galets. Les Galets. Ouais. C'est qui qu'on entend au début? Qui dit « Il n'y a rien en face ». Je préfère, si vous avez ça, on écoute ça ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont nommées dans cette chanson? Nous tous, même moi-même. Même vous. Oui. Et Même c'est moi. qui les autres personnes qui sont nommées? Il y avait presque tous les leaders. Il y avait Blé Nommez-les. Goudé, il y avait moi, il y avait Afinguesa. Excuse me. OK. We're Toutes mes excuses encore une fois, vous chevauchez. Veuillez prêter attention, je vous prie. with the OK. Pourriez-vous reprendre, monsieur le témoin, en répétant votre réponse? Monsieur le procureur, je vous réponds. Monsieur le témoin, J'ai c'est dit- qui? C'est qui dit au début de cette chanson, il n'y a rien en face? C'est lui qui a dit le début de cette chanson, il n'y a rien en face, c'est Blé Goudé. Bon, pourquoi vous ne répondiez pas tout à l'heure à ma question? Moi, je ne voudrais pas faire d'erreurs et de bêtises. Il faut que je m'assure de ce qui est dit est juste, s'il vous plaît. Parce que ici, les droits ont été liés. Donc, je dois faire très attention à ce que j'ai dit. I'm sorry to interrupt, but you really need to slow. La greffière d'audience, désolé d'interrompre, mais il faut vraiment que vous ralentissiez votre débit car les sténotypistes ont beaucoup de mal à vous suivre et les greffiers aussi. It's quite behind. yeah. I note. La défense, je remarque, Monsieur le Président, que le compte-rendu d'audience est très en retard. Le Président, je l'ai remarqué également, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire ralentir les personnes présentes dans le prétoire. Et je rappelle à chacun la nécessité, je vous prie, de ralentir quelque peu votre débit, car tout doit être transcrit et interprété. Need to continue. Dès que nous serons prêts à poursuivre, et je regarde du côté des sténotypistes ainsi que du côté des interprètes, pour obtenir une indication. Yeah. Okay. D'accord. So please. Donc, je vous demanderai simplement de ménager une brève pause entre les questions et les réponses. Nous pouvons poursuivre. D'accord.
So, Your Honor, I need to get back to the transcript of the first. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, j'aurais besoin de revenir à la transcription de la première audition. Je vous demande un instant pour retrouver ce document. Donc, il n'y a rien en face. C'est Maïs, vous dites qu'il y avait une chanson. Je vais juste vous poser certaines questions là-dessus pour le moment. Et après, on viendra à on gagne ou on gagne. Dans quel contexte est-ce que cette chanson-là a été inventée à votre connaissance? Car je comprends que votre nom est mentionné dans cette chanson, n'est-ce pas? Donc, prenez 5 secondes. Ok, merci, monsieur le procureur. Et nous, on devait aller en campagne présidentielle. Il fallait créer des chansons pour ambiancer la campagne. Et comme vous venez de le dire, dans cette chanson, il y a mon nom qui figure dedans. On vous dit dans la chanson, Sam l'Africain est sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur le terrain des campagnes. Nous sommes en train de faire des campagnes. Plégoudé est sur le terrain. Afingessa est sur le terrain. On est tous sur le terrain. C'est une chanson d'ambiance. C'est une chanson d'ambiance, ambiancer la campagne. Pour amuser la galerie, si vous voulez. C'est ça qui est la chanson, qui a été faite par des galets. Moi-même, la chanson m'avait surpris. C'était dans un meeting où la première fois même j'avais écouté cette chanson et j'ai vu mon nom dedans. Moi, ça m'a fait plaisir de voir mon nom dans la chanson de campagne. Monsieur le procureur. On a la chanson, on pourra l'écouter tout à l'heure. Merci, monsieur le procureur. Car je comprends bien, donc, votre nom est mentionné avec d'autres leaders. Quand vous dites leader, vous faites référence leader de qui, de quoi? Leader, par exemple, moi j'étais un leader de mon mouvement politique que j'avais créé, j'étais le leader de mon mouvement. Et les autres étaient des leaders aussi de leur mouvement qu'ils avaient. C'est tout l'ensemble là qu'on était ensemble. Et parmi eux, beaucoup, il y avait leur nom dans cette chanson-là. Et cet ensemble de leaders, est-ce qu'ils faisaient partie d'une organisation quelconque? Oui, c'est ce que nous appelons la galaxie patriotique. D'accord, on reviendra à la galaxie patriotique. Savez-vous quand est-ce que le slogan « Il n'y a rien en face » a été inventé, a été créé, si vous en rappelez? Et c'est dans quel contexte qui aurait été utilisé la première fois à votre connaissance? Première fois que vous avez entendu ça? La première fois, je l'ai attendu au Palais de la Culture à un assemblement. C'est la première fois que j'ai entendu la chanson. De deux, la chanson a été faite quand la campagne a été lancée. C'était fait pour la campagne. On devait prendre ça pour aller en campagne. C'est là que la chanson a été faite.
Et selon vous, la campagne a été lancée quand? En octobre 2010, hein, en octobre 2010. Donc en octobre 2010. Oui. Et cette chanson-là, est-ce qu'elle existait avant ou après octobre Non. 2010? Non. Et le slogan « Il n'y a rien en face », Le slogan, moi-même, je l'ai attendu dans la chanson. C'est dans la chanson que moi j'ai attendu. et il n'y a rien en face, c'est maïs, ça serait dans quelle langue, ça, selon vous? C'est du français, monsieur le procureur. Quel est le langage de la rue en Côte d'Ivoire? Comment ça s'appelle? Pardon? Le langage de la rue. Comment appelle-t-on le langage de la rue en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. OK, on reviendra à cela. Je veux revenir sur le premier slogan « On gagne ou on gagne ». Vous rappelez que vous avez été questionné sur le sujet lors de votre premier entretien en date du 4 octobre 2011. Oui, je crois bien. Je comprends que vous avez mentionné, ou votre avocat qui vous représente ici aujourd'hui, a déposé une écriture à l'effet que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de vous faire relire tous les transcrits de vos différents entretiens avec le bureau du procureur. C'est bien cela? Oui. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fait relire tous vos transcrits? Je montre ici un transcrit d'interrogatoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas... On n'avait pas assez le temps. Vous n'avez pas assez le temps. Oui. Mais plus spécifiquement, quelle était votre attitude par rapport à la relecture de ces transcrits? Je crois qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Non, Vous êtes certain de cela? je crois bien, oui. I do not understand. Prosecutor. We can discuss, Your Honor, without the presence of the... Le président, je ne comprends pas très bien. Monsieur McDonald, nous pourrions peut-être discuter de cette question en dehors de la présence du témoin, monsieur le président, le cas échéant, si la nécessité se fait sentir. Vous n'avez pas relu ou on ne vous avait pas fait relire tous les transcrits parce que vous ne vouliez pas. Oui, Est-ce que c'est exact, ça? oui. Pourquoi ne vouliez pas qu'on vous relise vos transcrits? Pardon? Vous avez... Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas qu'on vous relise vos transcrits? C'est pas ce que j'ai dit. Non? Non, non, ils ont lu ce qu'on a pu lire. Alors, je vais, pour les fins de l'enregistrement, je veux revenir donc sur le premier slogan « On gagne ou on gagne ». Et pour ce faire, je ramène mes collègues et tous et chacun au transcrit numéro 0014 0601 du 4 octobre 2011. Et plus spécifiquement, à la page 0615, ligne 505. Et à ce moment-là, je ne nommerai pas le nom des enquêteurs, ils sont toujours au bureau du procureur, travaillent sur d'autres affaires, mais il s'agissait de 2 dames. Et je vais vous lire. I'm sorry. I'm not quite sure. Maître Shi, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que fait le représentant de l'accusation. Le président, moi non plus. Maître Shi, mais s'il est en train de faire ce que je crois qu'il est en train de faire, je soulève une objection, Monsieur le Président.
Et je pense même qu'il serait peut-être préférable que le témoin quitte la salle. Le président, je vais traiter de la question rapidement. Monsieur MacDonald, d'abord, vous posez la question au témoin. Si le témoin ne se souvient pas, vous lui rafraîchissez la mémoire. Les choses fonctionnent dans cet ordre. C'est seulement s'il n'a pas répondu à votre question directe que vous proposez de lui rafraîchir la mémoire. Maître Chi, mais les choses vont même un peu plus loin que ça. Le président, je vous en prie. Maître Chi, excusez-moi, monsieur le président, mais l'accusation n'est pas en droit de soumettre une partie de la transcription de l'audition du témoin à ce dernier. En effet, la mémoire doit intervenir. La mémoire joue un rôle fondamental dans ce genre d'audition. Et manifestement, nous sommes en présence d'une incapacité du témoin de s'exprimer parfaitement. Il y a donc des conditions particulières qui justifient que l'on rafraîchisse la mémoire du témoin. Je suis en train de chercher... Le président interrompant, excusez-moi, maître. À mon avis, il faut qu'une question soit posée par le représentant du bureau du procureur, après quoi nous verrons ce qu'il en adviendra. Mais tout doit commencer par une question posée par le représentant de l'accusation. Ensuite, nous verrons s'il y a nécessité de quoi que ce soit d'autre. Je pense vraiment qu'il faut que nous avancions et que nous débloquions la procédure. Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, oui, Monsieur le Président, nous voyons les choses sous le même angle. Monsieur le témoin, vous nous avez donné une réponse au sujet de la signification du slogan « On gagne ou on gagne ». Attendez ma question. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné donc par deux collègues du bureau du procureur en date du 4 octobre 2011 à Abidjan au sujet de ce slogan? Vous rappelez-vous de cela? Mais est-ce qu'on pourrait enlever le transcrit? Vous ne pouvez pas regarder le transcrit. Ah, d'accord. Si Ok. vous avez besoin de regarder le transcrit, ça veut dire que vous en rappelez pas ou vous vous en rappelez? Allez-y. Non, mais Je me rappelle. Hein. vous en rappelez? Vous rappelez-vous ce que vous avez dit? Non, Vous vous rappelez pas ce que vous avez dit? non. Très bien. Alors, je vous demanderai, I would ask permission to be able to refresh. Je demanderai à la Chambre l'autorisation de rafraîchir la mémoire du témoin qui vient de déclarer ne pas se rappeler. Le président, oui, je vous en prie. Maître Chi, Monsieur le Président, je suis désolé, mais une objection a été soulevée et je devrais avoir la possibilité de m'expliquer sur la teneur de cette objection. Or, je ne souhaite pas le faire en présence du témoin. Nous sommes en train d'assister au début d'un contre-interrogatoire, donc j'aimerais avoir la possibilité d'expliquer la teneur de mon objection avant que la procédure ne suive son cours. Le président, eh bien, que l'on fasse sortir le témoin de la salle, après quoi vous pourrez expliquer votre objection et le témoin n'aura pas besoin d'attendre à la porte de la salle, car de toute façon, la pause déjeuner surviendra à ce moment-là. Il pourra partir déjeuner. This is a very important. Maître Chi, nous sommes ici en présence d'un point de procédure particulièrement important. Il existe une différence significative entre un interrogatoire auquel procède une partie qui a cité le témoin et un interrogatoire auquel procède la partie qui ne l'a pas cité à la barre. La partie qui a cité le témoin à la barre l'a fait afin que le témoin puisse présenter sa déposition à la Chambre. Le témoin, en l'espèce, a répondu de façon très claire aux questions relatives au slogan « On gagne ou on gagne ». Il a dit que « On gagne ou on gagne » était un slogan de campagne qui n'avait pas de sens plus important que cela, qu'il ne pouvait pas en dire davantage, que ce slogan n'avait aucun rapport avec une forme quelconque de violence. Et pour le moment, le témoin a dit « Je ne peux pas en dire plus ». Donc, c'est à cela que se limite sa déposition devant la Chambre. Nous ne sommes pas en présence d'un témoin qui dit « Je ne me rappelle pas, on gagne ou on gagne, oh, cela fait si longtemps, je ne sais plus ce que cela veut dire ». Dans une situation de ce genre, peut-être il était utile de rafraîchir la mémoire du témoin, mais en l'espèce, le témoin a été très clair. Il a répondu à la question. Et c'est là que j'en arrive à la question de procédure. Est-il justifié
que la partie qui a cité le témoin à la barre se réfère à des déclarations préalables de celui-ci pour lui dire ce qu'il a dit précédemment parce que la réponse que vient de fournir le témoin ne lui convient pas. C'est en cela que je dis que nous sommes en train d'assister à un contre-interrogatoire de la part de l'accusation. Et sauf le respect que je dois à la Chambre, une telle façon de procéder est inacceptable. Je n'ai jamais vu une telle façon de procéder par le passé. Il existe des circonstances dans lesquelles il est justifié de rafraîchir la mémoire du témoin, mais il faut que cela se justifie effectivement, à savoir par exemple que le témoin ait de réelles difficultés à s'exprimer. Lorsqu'on est en présence d'un témoin comme celui qui se trouve devant vous, qui parle avec une très grande confiance au sujet de ce qu'il sait et avec une très bonne capacité à s'exprimer clairement, eh bien, dans de telles circonstances, il ne peut pas être justifié qu'une partie soit autorisée à se mettre à lui rafraîchir la mémoire simplement parce que les réponses fournies par le témoin ne lui conviennent pas. Le président Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, nous avons attendu le bon moment pour objecter et je pense que l'accusation n'a pas encore révélé sa stratégie, mais si la stratégie de l'accusation consiste à opposer le témoin à certaines contradictions de ses déclarations précédentes, je pense qu'une procédure déterminée s'applique qui est expliquée dans le code de conduite des interrogatoires, à savoir que c'est seulement dans des circonstances particulières qu'il est autorisé de ne pas laisser le témoin poursuivre ou la partie qui l'interroge poursuivre ses questions. Le président, représentant des victimes, merci Monsieur le Président. Nous ne voyons pas la différence entre la façon dont la transcription d'une audition du témoin a été utilisée jusqu'à présent et ce qui se passe en ce moment. L'accusation a posé une question. Le témoin indique qu'il ne se rappelle pas exactement ce qu'il a dit par le passé à l'accusation et dans ces conditions, nous pensons que l'accusation est tout à fait justifiée à rafraîchir la mémoire du témoin. Le président, l'accusation, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous devons en revenir aux directives, où nous trouvons deux éléments. Premier élément, la possibilité de rafraîchir la mémoire du témoin qui nous met face à la nécessité de déterminer si ce témoin est un témoin hostile ou pas. Et à cet égard, je vous renvoie au paragraphe 47 et au paragraphe 40 ainsi qu'au paragraphe 41. Mais ma conception de la façon dont les choses se font habituellement, contrairement à ce que vient de dire Maître Hocher, donc sur la base de mon expérience personnelle, les choses sont beaucoup moins spectaculaires que cela. Le témoin qui se trouvait devant vous a répondu à une question que je lui posais au sujet de la signification du slogan. Il a donné sa réponse. Moi, je dispose d'une déposition antérieure de sa barre où il est peut-être plus détaillé dans sa réponse. Il me dit qu'aujourd'hui, il ne se rappelle pas ce qu'il a dit par le passé sur ce même sujet, suite à une question que je lui pose sur ce point, et voilà tout. Donc, il n'y a rien que l'on tente de dissimuler. Le témoin a déjà dit quelque chose sur un certain sujet, et s'il n'est pas prêt à admettre ce qu'il a dit par le passé sur ce même sujet, eh bien, je suis habilité à l'interroger sur ce point tout à fait particulier. Je ne suis pas en train de déclarer que l'intégralité de ces dépositions précédentes viennent d'un témoin hostile. C'est simplement l'utilisation d'un propos antérieur du témoin au fin de lui faire préciser ce qu'il dit aujourd'hui. Rien de plus. Le président, merci beaucoup. Je pense que l'heure de la pause déjeuner est arrivée. Nous allons suspendre l'audience et reprendrons nos travaux à 14h30.